Ok les gars, c'est parti. L'UFC 317 a été dingue, il a été exceptionnel, on a vécu un incroyable chaos signé Ilia Topuria, on a vu un Pantoja qui reste intouchable, on a vu un combat qui se place dans la discussion pour le Fight of the Year, et on a beaucoup d'autres sujets à aborder. On s'y met juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue sur Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor Unibet.fr. Rejoins-nous uniquement si c'est pour t'amuser. Et une approche ludique, le fun n'a pas de limite. Ton portefeuille en a une. Sois responsable, sois en âge et vois ça comme une opportunité de te renseigner davantage sur le sport qui te passionne. Tu remplis les conditions, alors profite d'un bonus lors de ton inscription avec le lien en description. Brian, sur WhatsApp, tu disais que pendant les 2 premières minutes du combat, on voyait des chemins de victoire pour Charles Oliveira. Décris-nous un peu ce que tu as pensé pendant le combat jusqu'au finish. Ce que j'ai pensé pendant le combat, j'ai été étonné. Alors ça, c'est la première des choses. J'ai été étonné de voir Topuria aller échanger aussi rapidement. Oh là là, tu vois, franchement, j'ai trouvé ça risqué. Bon, Ouais. voilà. Je trouvais ça un peu risqué et on l'a vu à un moment donné aussi reculer, tomber légèrement, enfin tomber, tu vois, être bousculé. Et je pense Ouais. que voilà, il y a une catégorie du dessus. Voilà, il y avait de la force en face. Il y a eu des scrambles, sa défense de lutte a été assez incroyable. Et malgré ça, hein, mais c'est son, enfin voilà, c'est pas son premier combat où il se retrouve un petit peu bousculé, il reste complètement concentré. Mhm. Et oui, en gros, il y avait, on l'avait dit, hein, on pouvait voir certains chemins de victoire pour Oliveira. On pouvait le voir, voilà, c'est un excellent combattant, il combat pas pour la ceinture pour rien. Il a montré, mais bon, ça a duré 2 minutes, quoi. Ouais, après, moi je t'avoue que sur le début du combat, et j'aime bien que tu dis ça, je me dis, ah bah tiens, il y avait vraiment de la valeur sur ceux qui sont positionnés sur Charles Oliveira à 4 ou à 4,20. Parce qu'effectivement, je trouvais qu'il touchait bien dans les échanges. On a vu un Ilia Topuria qui, j'aime bien le terme que tu utilises, bousculé. Je pense qu'à un moment, il a voulu commencer très fort, et puis dans les premiers échanges, il a pris quelques frappes et il a dû se dire, ok, bon bah il faut que je revienne sur un combat un peu plus mesuré. Mm. Le sol, j'ai trouvé ça assez impressionnant. La facilité, j'ai même envie de dire, avec laquelle il a passé la garde de Charles Oliveira pour aller tenter de prendre un crucifix. Le scramble qui suit est très beau. Mm. Et puis voilà, quand ça se relève, il y a des combattants comme ça. On peut parler de McGregor en featherweight. Il avait vraiment le death touch, mais dès qu'il est monté en lightweight et encore moins en welterweight, ça s'est pas vraiment traduit. Euh, En lightweight, Moi, je trouve que c'est beaucoup moins impactant ce qu'il a ah fait ouais? en lightweight avec ses frappes, alors qu'ici, il y a Topuria, ça s'est complètement traduit, quoi. Il monte d'une Mm. catégorie de poids, c'est pas qu'il a eu énormément de temps entre son dernier combat en featherweight et ce combat-ci en lightweight, Non, et non, c'est clair, hein. ça, c'est resté, quoi. Non, non, Parce qu'il très, y a quelqu'un qui l'a souligné, Charles Oliveira se faire éteindre comme ça, c'est jamais arrivé dans sa carrière. Il a affronté des gros punchers, il se fait ah beaucoup mettre non, mais, knockdown, mais se faire éteindre comme ça, c'est la première fois. ah ouais, mais en même temps, il y avait tellement d'énergie dans ces 2 crochets, n'importe qui se fait mettre KO là-dessus, un poids Ah ouais, lourd, là, parce que c'est une collision, hein. C'est une collision. ah ouais. Non, donc, ouais, franchement, le combat alors, moi, je me suis pas dit, oh, tout est inversé ou quoi que ce soit, hein. On avait vu déjà Topuria avoir un petit peu besoin de temps pour trouver ses Ouais. marques, mais je trouvais que c'était un peu plus, voilà, un peu plus risqué. Il y avait un Ouais. peu plus de risque dans l'approche d'Ilia Topuria sur ce combat-là, et une manière de combattre qui, pour moi, dans le chaos un petit peu, pouvait être à l'avantage de Charles Oliveira, tu vois.
Ouais, bah, qui a déjà montré qu'il était très bon dans des Ah, situations chaotiques. Donc, et puis on n'en a pas parlé, mais Charles Oliveira a un bon clinch. Ouais. Il y a une séquence où ça se rentre dedans et puis ça va au mm. clinch et tu sens quand même que Topuria, Ouais, ouais, il ouais. doit bosser pour sortir de cette situation, Mm. quoi. Bah, il se retrouve dans un body lock avec une bonne défense. Il va au mur, enfin, oui, il va à la cage et puis il cherche à recomposer. Et non, tu sens que c'est pas une situation très facile. Non, et au final, bon, le combat dure 2 minutes 30. Mhm. Je trouve que tu sens quand même que c'est du très très haut niveau. Parce que sur les 2 minutes 30, il y a Ah beaucoup oui, de choses qui se sont ouais. passées et les deux ont montré de belles choses, comme on l'a souligné, quoi. Charles Oliveira est bon dans la poche. Techniquement, il est propre, donc ça frappe dur. Mhm. Ilia Topuria a montré que il pouvait recomposer et très rapidement retrouver son ouverture derrière. Le clinch de Charles Oliveira, la défense de lutte de Ilia Topuria, les Ouais. transitions au sol étaient belles. Donc voilà, sur 2 Ouais, minutes 30, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Mhm. Non, non, on se questionnait un petit peu sur le niveau au sol, s'il arrive à le maintenir. Tu l'as dit, hein, ça. Bon, alors déjà, en lutte, sa défense, où il est capable alors je me rappelle plus la projection exacte, mais de pouvoir tourner les hanches en dernière minute et finir au-dessus. Comme tu l'as dit, pour pouvoir passer sur la garde pour aller sur le crucifix, c'était Fluide. Wow. au-delà d'être fluide, la position, c'était un peu équilibriste comme ça, tu vois. Mhm. Il est très haut, donc tu sais que ouais, c'est l'équilibre quasiment sur un corps humain. Et ça, tu le vois que chez des mecs qui ont énormément de niveau. Et, euh, Ouais. et il le fait magnifiquement bien. Il sait exactement jusqu'où il peut aller sur cet équilibre, ouais, sur cette corde Ouais, humaine, sans risquer de se faire sans renverser, parce risquer que de là, se t'es faire face à renverser. un C'était Charles vraiment ça. Oliveira, Charles Oliveira, c'est un pur jiu-jitsuka de base. Donc Ouais, les renversements font partie de ses forces. ouais, les renversements, recomposer la garde, tous ces éléments-là. Enfin voilà. Et moi, ce que je voulais revenir, parce qu'on a dit que c'était assez étonnant sa manière d'entrer dans le combat. Moi, par contre, ce que j'ai beaucoup aimé du côté de Ilia Topuria, c'est l'utilisation de ses jabs, qui, pour moi, bah, ouais, vous m'aurez dit, ouais, Ilia, il va utiliser ses jabs, etc. Tu vas voir, son game plan est là-dessus. J'aurais dit, bah, attends, il y a un gros déficit d'allonge, quoi, quand même, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je me serais dit que c'était pas la meilleure idée, quoi. Et là, eh ben, il les a utilisés. Waouh, c'était incroyable ces jabs, hein. Son travail de jab, c'est Il y en incroyable, a hein. un au corps aussi. Enfin, j'ai trouvé Ouais. ça paraît bête, c'est un petit détail, mais voilà, il va en chercher un au corps, malgré la différence de taille. Tu peux vite te faire contrer par un bras arrière contre un plus grand quand tu vas chercher ton Ah jab au corps, non, hein. c'était rapide, c'était propre. Pour moi, c'est ce qui a amené au chaos. Il n'y a pas eu trop de travail de, euh, Balancier. de balancier, tu vois, au niveau de la tête. Donc c'est ouais, une légère enfin pas une évolution, tu vois, mais un léger petit changement, Ouais, est-ce que une ce petite serait une adaptation. adaptation de crainte du high kick de Charles Oliveira? Ouais, peut-être, hein, peut-être. Hmm. Peut-être sur les frappes. En tout cas, c'était très très bien amené. Très bien Ouais. amené jusqu'à cet enchaînement. Voilà, c'est... Ouais, et d'ailleurs, tu parlais du jab. Je trouve que le jab qui précède la séquence de finish est intéressant aussi. Tu vois, il vient jabber, il recule un peu sur sa gauche, il absorbe un tout petit peu de Charles Ouais. Oliveira, puis il vient pour envoyer son 1-2-3. Et on en a parlé un peu en off. Moi, je parlais d'un bon positionnement de tête de Ilia Topuria. Tu soulignes très bien qu'il n'y a pas spécialement un mouvement de tête. Alors, j'ai dû regarder au ralenti. Je pense qu'il y a un peu qui joue sur son déplacement de la jambe avant. Sa jambe avant, il la shift vers sa gauche. Forcément, tu shifts ta jambe avant Ouais, mais sur un côté, tu as ton buste qui bouge un tout petit peu, ta ouais, tête qui voilà. bouge un tout petit peu. Mais Et alors, c'est surtout pour s'ancrer, pour envoyer la frappe arrière, tu vois. Et quand ouais, c'est tu ça, mais lances tu quelque peux chose, t'ancrer en ligne. Et tu tournes pas ton poing sans bouger la tête. Forcément, t'as un déplacement de tête qui se crée. ouais, ouais, ouais. Bah, les bons le font. En MMA, tu vas voir beaucoup de gens envoyer un jab ou un direct avec la tête dans l'axe prête à être contrée. Donc ça reste Non. un petit détail, une petite habitude qui change un peu la donne puisque le bras arrière de Charles Oliveira croise son menton, quoi. Ouais, il est bizarre son bras arrière. C'est vraiment, ça va très très vite. Comme tu l'as dit, il faut vraiment mettre au très ralenti. Là, tu parles d'un 1, 2, 3. Moi, je vois plutôt vraiment deux crochets, quoi. Parce que à la distance où il arrive, son bras arrière est à angle droit. Il cherche, tu le vois qu'il est complètement tendu, comme s'il allait envoyer. Il envoie un missile, hein. Il envoie un missile et il faut imaginer l'énergie.
qu'il a envoyé, qu'il est capable de contrebalancer pour envoyer son crochet avant. Wow. Il n'y avait aucun risque de voir son adversaire se relever après ça, quoi, hein, franchement. Ah aussi, ouais, c'est le genre de combo, ça touche, ça tombe, point barre. Et clairement, il y a un transfert de poids, tu vois vraiment que sur son jab et surtout, du coup, direct crochet arrière, tu as le transfert de tout son poids qui va de l'arrière vers l'avant. Ouais. Et puis le crochet avant, finalement, il touche pas clean, tu vois. Il est parti, mais c'est pas, enfin, il est éteint sur la première frappe. Il est éteint sur le bras arrière. Ouais. Mais tu vois quand même sur ce crochet qu'il rapatrie tout son poids de la jambe avant vers la jambe arrière. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui oublient qu'un crochet, c'est plus le poids de la jambe avant qui revient vers la jambe arrière. Bon, pour la suite. Moi, personnellement, voilà, je prie pour Islam Makhachev contre Ilia Topuria en lightweight. Je pense que ça peut être un combat qui fait des chiffres de malade, surtout si Islam va battre Jacques Della Maddalena en welterweight et qui redescend. Je préfère ça. Je préfère qu'il redescende parce que on a beaucoup parlé de la taille de Ilia Topuria en lightweight. Il vient de faire son tout premier combat en lightweight. S'il monte en welterweight, il y aura trop de questions. En plus, le gap featherweight, lightweight, c'est 4 kilos. 4 kilos et demi. Il y a déjà la question. Il y a déjà la question. Welterweight, c'est 7 kilos, quoi. Donc, on aurait déjà cette question comme tu le dis, on aurait déjà cette question de taille et en français, taille, c'est que hauteur, mais en anglais, quand tu dis size, c'est aussi, voilà, ton gabarit. Le gabarit, Le gabarit, tu aurais déjà la question en lightweight, qui irait à l'avantage de Makhachev, surtout si le combat à Abu Dhabi. Si c'est en welterweight, c'est au-delà du facteur X, c'est un facteur Y, tu vois. Ouais, bah écoute, il a dit qu'il a été, entre guillemets, contraint de laisser sa ceinture pour pouvoir monter et combattre en welterweight, mais qu'il a l'intention de redescendre aussi, tu vois. Donc là, il faut le faire. Ouais, clairement, pour moi, c'est le combat qui fait sens. J'ai pas l'impression que ce soit dans les plans ni de l'UFC, ni de Paddy Pimblett, qu'est-ce que je raconte, ni d'Ilia Topuria. J'ai l'impression qu'Ilia Topuria regarde beaucoup plus dans la catégorie même, et pas sur les combats qui nous font le plus envie, quoi, tu vois. Ouais, alors, ce qu'on a entendu, hein, bon, après, on sait qu'il y a toujours un décalage entre les interviews et la réelle volonté, mais on a un Topuria qui laisse un peu de côté l'option Tsarukyan et qui dit il disait le seul qui mérite réellement, c'est Justin Gaethje. Et de l'autre côté, on voit que ça se chauffe un peu avec Paddy Pimblett. Ils ont fait le face-off, hein. Ouais, mais Dana White était contre. Hein. Dana White, en conférence de presse après l'UFC, il a dit « Je comprends pas pourquoi on a laissé faire ça, on n'aurait jamais dû le faire. » Et je suis d'accord avec Dana White, j'ai trouvé ça nul. Ah, moi j'ai trouvé ça nul, et franchement, pour Justin Gaethje, c'est pas correct, tu vois. Et même pour Tsarukyan. Même pour Tsarukyan, j'ai vraiment pas compris à quel moment, qui a appelé, qui a fait quoi, mais j'étais là, grosse erreur. Enfin. Semble-t-il, c'est pas une décision de Dana White. C'était pas prévu, parce que bon, normalement, si tu prévois quelque chose de ce genre, ça doit passer par Dana White et il aurait pas donné son accord. Donc ouais, ça a été improvisé sur le moment. Il voulait des images, mais non, moi j'étais mal à l'aise effectivement pour Gaethje et pour Tsarukyan. J'ai trouvé l'échange comme d'habitude nul. Enfin, quand t'as Joe Rogan qui met un micro entre deux combattants, c'est généralement très nul. La petite poussée, mais sans vouloir faire tomber ses ceintures. Il a pas poussé avec les bras, il a vraiment poussé comme ça. Non, mais t'imagines, tu vois, le face-off, tu dis en fait, non, les gars, on organise le combat maintenant, c'est parti, va mettre tes gants. Même si on avait organisé le combat le soir même, après qu'il ait mis KO Oliveira, sans qu'il fasse de cutting, on aurait tous misé sur Topuria, tu vois, c'est un combat qui n'a pas de sens, quoi. Ouais, donc, non. À quel moment... Non, pour moi, ce qu'avait dit Ilia Topuria, c'est il doit encore faire un combat contre un top, et s'il passe le top 5, je sais plus qui il avait proposé pour... je pense Tsarukyan, non? Je crois, il avait dit, Tsarukyan contre Pimblett, ça me semble logique, moi. Ouais, contre Tsarukyan, vas-y, battez-vous, si tu... Parce que là, ça fait un petit peu, je vais prendre le plus facile, quoi. Faut rester honnête. Attends, imagine le parcours de Pimblett jusqu'au titre, quoi. Ça fera partie des en anglais, on dirait most gifted title shots. C'est les plus, parmi les title shots les plus offerts gratuitement, on va dire. Ouais. Et je t'avoue, il y a pas beaucoup d'exemples dans ce genre, quoi. Moi, j'étais aussi un peu gêné pour, c'est son problème. Je sais pas si c'est son choix et tout, mais pour Topuria, d'avoir un call-out ou de faire un face-off, dire viens, on va se taper avec lui. Franchement, t'es là, tu dis quel respect tu mets sur mon nom, quoi.
Bah ouais, laisse-le avoir son moment. En plus, il y a sa femme et son gosse dans la cage. Ah, Enfin, bien sûr. c'est des détails, mais voilà, il y a sa femme et son gosse dans la cage. Laisse-le profiter en famille en première instance. C'est enfin, voilà. Autant en Pantoja contre Joshua Van, Ouais, j'ai ça bien aimé c'était parce que top, Joshua Van voilà, il a gagné le soir bien même. sûr. Il est resté après son combat en bord de cage. C'était prévu. Dana White l'avait dit avant le Mm. combat. Le vainqueur de ce combat sera le prochain C'était challenger à Pantoja. c'était Voilà, pas agressif, ça c'était c'était bien. bien. Et c'était pas agressif. En plus, tu sais que c'est deux personnalités qui allaient pas Mm, mm, se mm. pousser et faire une image pareille. Donc voilà, moi personnellement, je reste sur j'espère un Islam qui descend. Si c'est pas ça le plan, j'aime bien l'idée d'avoir Justin Gaethje et alors d'avoir Tsarukyan contre Pimblet en parallèle, potentiellement sur la même carte. Ouais, Ça me dérangerait pas que ce soit Tsarukyan et qu'on fasse un Justin Gaethje contre Paddy Pimblet. je suis Cette d'accord. option-là me plaît également et je pense que d'un point de vue et sport et name value et tout ça, ça a du sens. Suite pour Charles, on peut vite en parler. L'option 1, ce serait de prendre sa retraite. Honnêtement, je ne pense pas qu'il va refaire un run. J'ai du mal à l'imaginer refaire ce run. Mm. Après, il y a encore des combats fun. Il a jamais croisé Dan Hooker. Dan Mm. Hooker contre Charles Oliveira. Dan Hooker est encore blessé à la main, donc on ne sait pas trop quand il va revenir. Charles Ouais, Oliveira, tu dois le laisser bien récupérer de sûr. ce chaos, minimum 6 mois avant de le revoir. Mm. Début d'année prochaine, Dan Hooker contre Charles Oliveira. Moi, j'aime bien. Écoute, je te rejoins. Je pense que c'est ouais, j'aime pas trop le truc juste après une défaite retraite, mais soit effectivement il se dit bon, j'ai fait mon temps, j'ai plus envie, il s'arrête. Mhm. Ou comme tu l'as dit, sinon c'est des combats fun, des choses sympathiques et pour lui et pour le public. Ouais, ouais, Voilà, bah là, ce serait une bonne ouais. option contre Dan Hooker. Moi, ça Mm. me chauffe Ouais, assez bien. oui, je suis d'accord. Alexandre Pantoja a commencé le combat comme si Kai Kara France lui devait de l'argent. C'était un peu comme Topuria contre Charles Oliveira. Au Ah là final, là. mais j'aime bien en fait parce que tu as dit que Topuria ça te semblait risqué. Mais moi, le fait que Pantoja ait commencé comme ça au début, je me dis what? Et en fait, Il- la manière dont il a fait, ça semblait même pas être une prise de risque. Faut qu'on revienne. Non. Enfin, je sais même pas par où commencer. Il faut qu'on revienne sur sa capacité à prendre le dos. Je pense qu'en MMA, on n'a jamais eu un athlète qui est aussi fort pour trouver un chemin vers le dos. Il a tellement d'astuces et de techniques pour y arriver, c'est un truc de fou. Pour conserver le dos, je trouve qu'il est incroyable aussi. Et pour finaliser l'étranglement arrière, c'est une folie. C'est une Ouais. folie. Écoute, je suis d'accord. Quand il a commencé, je dis, mec, oublie pas qu'il a un bras arrière des enfers, ce type, en face de toi. Il en avait rien à faire, quoi, mais rien à faire. Il lui a mis tellement la pression que l'autre avait oublié qu'il avait un bras arrière au final, tu vois. Wow. Franchement, impressionnant, impressionnant. J'imagine que c'est pas le combat le plus fun peut-être à regarder. Enfin, je sais pas, j'ai kiffé, mais Ouais. après, peut-être que ouais, je sais pas, techniquement, ceux qui aiment pas trop le sol, ah non, c'était incroyable. Ouais, Non, parce que t'as une longue phase quand même au sol ou en grappling, bon, bah, il s'est pas passé grand-chose, il y a une prise de dos, il y a eu du travail qui a été fait, tu sais que c'est du travail de sape, tu dois apprendre, je vais pas dire ton mal en patience, tu vois. Mais tu sais qu'il va ouais. au premier round. Tu sais que voilà, là t'es là, ok, tu regardes un petit peu comment il gère son dos, comment il prend le round, comment il fatigue. Ouais, C'est c'était c'est un un... genre de moment d'observation. Pendant une bonne minute, tu voyais que Pantoja, il n'était pas là pour soumettre. Ah Tu voyais qu'il était là non, pour prendre les infos, comme tu dis, sentir un peu le poids, sentir les défenses à partir du ouais, body triangle et tout. Et exactement. ouais, c'était Tu le intéressant vois. ça. En gros, c'est comme une histoire qui se construit. Il y a des phases qui peuvent être un petit peu longues. C'est-à-dire qu'il faut un peu avoir les clés. Donc, comme tu l'as dit, il a pris son contrôle. Il y avait ses deux mains qui crochetaient les poignets de KKF, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune tentative de soumission parce que les deux mains sont en contrôle. En Tu sais dessous, qu'il est là ouais. pour installer. Puis, il libère une main pour tester un petit peu, quelques frappes, etc. À un moment, ça commence à bouger, il remet ses deux mains en contrôle, puis il retente sur la fin, je pense, je sais plus trop, mais bon, il retente. Mais tu sens que voilà, comme tu l'as dit, c'est de l'information, c'est du contrôle, c'est je m'installe. Ce deuxième round, où il reste beaucoup plus debout, pour moi c'était un round, je pense qu'il prend quand même le round 2. Oui, oui, Ouais, oui. ouais, mais Moi, je lui voilà. donne. Moi, je lui donne Donc, pour moi, le round 1, on est 19, limite 18. Round 2, 19, Pantoja, mais ça se resserre. Enfin, est clairement beaucoup plus serré que le premier. Mais Et parce que puis, t'as un Pantoja qui, tu sens qu'il fait moins, tu vois. Tu ouais, sens moi, j'avais mis qu'il y avait des signes de fatigue du côté de Pantoja. Moi, j'avais l'impression que c'était plus un round de récupération. Ouais, une Troisième, gestion j'ai d'énergie, fait, quoi. troisième, j'ai fait, bon, allez, c'est ce round-là. Moi, Waouh. moi, je voyais une soumission, hein. Je voyais une Ouais, ouais. soumission, je le vois prendre le dos.
Ah, je dis c'est bon, c'est bon. Et voilà. Donc c'est un combat qui s'apprécie vraiment sur le temps. Enfin, tu le regardes, tu peux pas te dire tous les rounds c'est la bagarre, etc. Et on en parlera après. Le combat de la soirée, de l'année, des trucs comme ça. Moi personnellement, c'est un combat qui m'a absolument pas plu, mais absolument pas. Ok. Ah là 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 là. Franchement, je pestais devant mon écran. C'est peut-être mon côté Non, je comprends pourquoi. On va en discuter au moment où on combattant parlera de coach. Royval. Ouais. Mais c'était d'un stress tellement Royval, c'était. Enfin, bon, on va en reparler après. Ouais, on va en Alors parler que. après, parce qu'il y a pas mal de liens à faire entre Ouais, les ouais. deux combats, évidemment. Ouais. Mais voilà, comme ça, vous comprenez bien. Par contre, Pantoja, t'imagines, t'es coach, tu te mets comme ça, tu vois. Tu t'installes, le Ouais. mec, t'as rien à dire. Il fait tout comme il devrait faire, quoi. T'as même pas besoin de piloter ni quoi que ce soit. C'est nickel, les contrôles, Non. sa manière de rentrer, sa confiance. Franchement, impressionnant. Et donc, on en avait parlé sur sa place dans le pound for pound. Il y a un moment donné, les amis, Il est numéro 3. Ouais. Numéro 3. Je suis Sans d'accord problème. qu'on a questionné le title shot pour Kaikara France. Je suis d'accord qu'on doit questionner cette division qui est de mieux en mieux, mais qui est pas encore suffisamment profonde pour avoir des combats où il y a vraiment de l'équilibre un petit peu, tu vois, en haut du classement. Mais là, faut arrêter. C'est une démonstration qu'il a fait. Le mec, attends, au moment où il est devenu champion, ou après ses deux premières défenses, après ses deux premières défenses contre Royval et Moreno, il était à 9-0 contre le top 5 de la division. Eh oui. Enfin, voilà, et puis comme je le dis, moi pour l'instant, je trouve que la division des flyweight elle est en train de sacrément monter en niveau, et il a un niveau stratosphérique par rapport au reste de la Bien division, sûr. c'est impressionnant. Ouais. Tu l'as dit, sa capacité à prendre le dos, sa capacité à annihiler les forces des adversaires. Et puis même sa capacité à maintenir son body triangle, j'ai trouvé ça intéressant. Toi, c'est des petits, comme tu l'as souligné, j'ai écouté Joe Rogan avec Cory Sandhagen. Ils viennent de refaire un 3e podcast ensemble. Et Sandhagen dit quelque chose qui est très vrai selon moi, c'est pour apprécier le grappling, vaut mieux en avoir fait avant. Peut-être. Soit tu te renseignes de dingue, mais même si tu te renseignes de dingue, il y a des petits trucs que tu sens pas. C'est vraiment de la proprioception, le grappling, et donc c'est mieux de l'avoir senti pour comprendre. Et tu vois, quand il a le body triangle, que ce soit dans le premier ou dans le 3e round, Kaikara France essaye d'en sortir sur les deux côtés du lock. Le lock vers le bas, le lock vers le haut. Et il utilise des techniques classiques. Ça passe pas, tu vois. Quand le lock est vers le haut, il essaie vraiment de créer de l'espace pour faire un genre de U et passer derrière. Pantoja l'en empêche. Quand le lock est vers le bas, il essaie de rentrer sa jambe derrière le talon et pousser le talon. Et Pantoja, il met juste une petite pression pour pas que ça s'ouvre. C'est des petits détails comme ça. Mais c'est ce qui fait sa grandiosité. Ouais. Quoi. Et il menace à un moment donné, quand il a le lock vers le bas. En fait, une des techniques, c'est quand le gars tente de se tourner, tu l'utilises pour l'aplatir sur le sol. Et il le fait à un moment donné. Ouais. Il l'aplatit, donc dès qu'il commence à tourner sur le lock vers le bas, il suit le mouvement. Et normalement, tu l'aplatis, tu peux aller frapper, prendre un étranglement arrière. Kaikara France réussit à sortir, pas du lock, mais directement, il y a une attaque en bras-tête. Bras-tête qui est plutôt bien engagée. Il y a à nouveau Kaikara France qui explose un petit peu. Il réussit à lâcher son lock pour garder la position et se réinstaller dans le dos. Tu vois, tous ces éléments-là, c'est aussi... Enfin, voilà, quand tu perds une position pour prendre une soumission, quand tu es sur une soumission, que tu es à 2 doigts de te faire renverser, vous voyez, si vous regardez même à un niveau inférieur, les gars, ils restent et ils se font renverser parce qu'ils pensent trop à la soumission. Là, il est dedans, il y a un renversement, boum, il repositionne, il est encore au-dessus, il est toujours dans la position, il reprend le dos. Ouais, c'est magnifique. Ouais, franchement incroyable. Donc voilà, pour parler de la suite pour lui, ça devrait être Joshua Van, et donc on va en parler juste après avoir débriefé de ce combat, et ça vient maintenant. Donc voilà, Brandon Royval et Joshua Van se sont échangés 419 frappes significatives en 15 minutes. Ils ont tous les deux dépassé la barre des 200 frappes significatives infligées. Joshua Van n'a que 23 ans, il n'a que 9 combats à l'UFC et il détient déjà un record dans la division, celui avec le plus de combats où il dépasse les 100 frappes significatives infligées avec 6 combats. Royval, c'est le 4e combat consécutif où il dépasse les 100 frappes significatives infligées. Voilà. J'avais noté que pour moi, dans ce combat, il y a eu du bien, il y a eu du très bien, majoritairement, mais il y a quelques points négatifs à souligner. Donc, avant d'en parler, bon, tu as déjà dit que tu étais un peu déçu par ce combat en un sens, et je comprends. Je pense que le Fight of the Night / Fight of the Year sur ce combat, c'est vraiment quand tu te positionnes juste avec la casquette fan. Oui. C'était engagé, il y avait de l'action,
Mais par contre, c'est vrai qu'avec la casquette un peu plus coach, stratège, il y a quelques ajustements intéressants, mais il y a aussi des gros manquements sur certains ajustements. Mais bon, la question que tout le monde se pose, parce qu'on l'a déjà eu en commentaire sur YouTube, on l'a déjà eu en commentaire sur Twitter, est-ce que Van t'a convaincu? Parce que tu disais avant qu'il t'avait pas encore convaincu. Écoute, faut être honnête, hein, son cardio est très très bon, il tape très fort, il a fait le boulot. Là-dessus, il n'y a rien à faire. Moi, celui qui m'a déçu, mais alors royalement, c'est Royval. C'était une catastrophe. Et c'est pour ça que je suis revenu sur... au début, je voyais, quand j'ai vu les coachs, je pensais que Royval serait l'arch favori, j'aurais misé dessus. Quand j'ai revu ses combats, que j'ai vu les combats de Joshua Van, qu'il était beaucoup plus cadré, beaucoup plus patient, je me suis dit non, je comprends que les codes soient chez Joshua Van. Je me serais pas positionné. Je pense que je me suis juste positionné que ça irait à la décision, parce que ça restait quand même relativement serré. Hein. On était à 1-1 à l'entrée du troisième. Selon deux juges, ouais. Il y a un juge qui donne le deuxième round à Van. Ah oui, bon, après c'était serré le deuxième. Hein. Je peux le comprendre aussi. On pourra en parler bien, après. Tu vois. Mais non, alors Joshua Van, je suis pas encore 100% convaincu parce que je trouve que Royval a fait absolument de la merde et que voilà, pour être honnête, Joshua Van contre Pantoja, les amis, et voilà, vous comprenez pourquoi je suis pas encore 100% convaincu. Ouais. Ah, on va parler de ça aussi pour la suite, mais voilà, sur les points positifs, moi je trouve que la qualité du combat en tant que fan, c'est 100%. La volonté des deux, c'est nickel. Hein. Bon, pour avoir ce genre de combat, il faut deux athlètes qui combattent pour rester dans le combat, quoi. Bien sûr. C'est resté relativement technique, propre, je veux dire, en termes de propreté technique, tu vois, ça n'a pas commencé à surengager ni quoi que ce soit. Le cardio de Van fait partie de mes satisfactions, parce que je pensais vraiment, à un moment dans le deuxième round, je pensais que le combat allait se diriger de plus en plus à l'avantage de Royval pour cette raison-là. Et au final, j'ai été vraiment surpris de la capacité de Van à rester dans le combat et rester dans cette intensité, dans ce volume de combat. Il y a certains ajustements quand même du côté de Royval qui étaient intéressants dans le round 2, de remiser derrière le bras arrière de Van. C'était pas fait à la perfection, mais l'idée, je vais souligner l'idée. Et les ajustements dans le round 3 de Van avec les stop kicks qui étaient intéressants. Par contre, dans le point négatif, il n'y a pas de recherche de sol pour Royval, pas une seule fois. Moi, je pense que anticipativement à ce combat, tu devais au moins avoir ça dans ta stratégie. Vu la tournure du combat, tu devais aussi potentiellement l'avoir, surtout quelque part dans le premier round. Il va trop à la guerre, de manière générale, et surtout à la fin du troisième round. Alors oui, dans le deuxième round, à un moment, il va tellement à la guerre qu'il a un grand moment. Il a un gros moment dans le deuxième round, parce que tu as l'impression justement qu'il surcharge Van. Peut-être qu'il cherche à faire ça dans le troisième round, et justement, peut-être qu'il avait cette analyse de « il va pas tenir mon intensité pendant les 15 minutes, donc c'est ça mon chemin de victoire. » Ouais, mais ça... Et puis voilà, il y avait trop la même erreur répétée quand il cassait la distance, quoi. Il commence le combat, à distance de jab et avec son middle kick, il était bien. Il prenait les moments. Et à chaque fois qu'il faisait son pas vers l'avant, il prenait un crochet, il prenait un bras arrière, l'un ou l'autre. Et il a fait ça pendant 15 minutes. Ouais, catastrophique. Ouais, mais écoute, pour moi, le grand moment qu'il a eu dans le deuxième round, c'est s'est retourné contre lui au troisième, où il casse à distance et il se prend un knockdown juste à la fin, qui entérine bien ce troisième round, où il n'y a aucun doute pour le scoring, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était encore très ouvert. Pour moi, ça pouvait partir vers une split, vers une victoire pour Royval. Ouais. Alors, on en avait parlé sur Joshua Van, il s'est fait mettre KO sur un 2, ce que j'appelle un bras arrière d'appel, et un check hook avec un retrait. En gros, donc tu envoies ton bras arrière, et puis quand l'autre avance pour combiner derrière, tu envoies ton crochet avant en retrait. En gros, Joshua Van, si vous regardez tout le combat, mais regardez-le à nouveau, hein, si vous ne me croyez pas, il envoie ses frappes après chaque première frappe. Donc tu envoies un jab, derrière il combine. Tu envoies un 1-2, au moment où tu vas pour envoyer le 2, il va combiner. Tu envoies un 2, après le 2, il combine. Et c'est pour ça qu'il s'est fait connecter. L'adversaire a envoyé un 2, au moment où il vient pour combiner, il envoie un 3, il le connecte. À un seul moment, je pense qu'il a touché à un moment donné sur un check hook, mais il n'y a eu quasi aucun check hook de la part de Royval. Il n'y a eu que du cassage de distance, comme tu l'as dit, où il a tenté le 2, le 5, qui est un truc classique en garde ouverte, mais que tu fais sur des adversaires qui sont fuyants.
pas sur un adversaire qui recule sur le 2 et qui après te combine la tête. C'est catastrophique. T'envoies ton 2, au moment où tu vas sur le 5, le gars il t'envoie des patates. Et ça a été que ça. Donc pour moi, ça a été difficile, vraiment difficile à regarder. Tu l'as dit, je l'ai noté à partir du deuxième round, il réadapte où il envoie un 1 et il fait un retrait pour pouvoir combiner. Et puis remise derrière le bras arrière, et ça c'était nickel, mais il a pas assez fait. Et je me suis dit, c'est bon, il s'en est rendu compte que le gars il combinait toujours après la première frappe. Donc il envoie son 1 pour que le gars tente sa combinaison, puis il recombine derrière, mais il l'a pas suffisamment fait. Et alors ce 2-3, je crois qu'il l'a fait une fois au round 3 peut-être. Ouais. Quasi pas de kick, quasi pas de travail d'allonge. Enfin voilà, pour moi, il y avait vraiment sur le game plan, c'était catastrophique de la part de Royval. Pas de travail de coude. T'es grand, tu veux casser la distance pour entrer à la bagarre. Il y en a eu quoi, 2-3 à tout casser? Ouais, c'est ça. Il a essayé, ça a pas super bien fonctionné, et je pense qu'il aurait dû persévérer là-dedans, parce que comme tu l'as dit, quand tu parles du cross uppercut avant en garde ouverte, ça fonctionne bien sur quelqu'un de fuyant. Sur quelqu'un qui n'est pas fuyant, tu peux remplacer ton uppercut par un coude. Ouais, ou tu peux envoyer ton 2 coups, des trucs comme ça. Ouais. Mais en tout cas, le 2 check hook, pour moi, il aurait dû sortir. En fait, quand il y a déjà eu un chemin de victoire, ça veut pas dire que tu vas reproduire exactement la même chose. Et quand t'as un mec qui s'est pris un KO sur un 2 check hook, dans cette configuration, tu tentes de le replacer, histoire que le gars, il ait un peu de flip, quoi, tu vois, qu'il ose pas trop rentrer. Ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Là, rien du tout. D'autant plus que c'était il y a pas si longtemps, tu vois, il était tellement actif, cette défaite contre Charles Johnson, c'était il y a 1 an. Ouais. Donc, ça devait faire partie de son jeu. Donc, du côté de Van, lui, il y avait pas grand chose à changer, hein. L'autre, il rentrait dedans, il pouvait le taper, et il avait juste esquivé la première, envoyé ses combinaisons, esquivé la première, envoyé ses combinaisons, ça a été ça pendant 3 rounds. Donc, c'est pour ça que mon côté un peu plus technique, c'était compliqué à regarder pour moi, et c'est cet argument-là. Et Joshua Van, je pense clairement que c'est un gars qui, c'est un prodige, hein. La vitesse de progression, sa capacité à battre, enfin voilà, c'était quand même un combat qui était serré sur le papier. Il combattait un ancien prétendant au titre, le numéro 1 de la KT, il s'en débarrasse. Je pense que vous lui donnez encore 1 an, il l'aurait mis KO, hein. Le combat se fait dans 1 an, il le met KO facile. Parce que en plus, comme tu l'as dit, tu vois, il est ultra actif, il est ultra jeune. C'est un step-up en compétition. C'est un short notice. 3 semaines. Il faudra faire gaffe au burn-out. Tu vois, il enchaîne tellement les combats et tellement les cuts que voilà. Ici, j'espère que le combat contre Pantoja, il le repousse peut-être au Madison Square Garden ou un truc comme ça. Tu vois, qu'on donne un petit 5-6 mois de prépa et de repos aussi un peu pour Joshua Van. Mais je suis d'accord, vraiment. Mais voilà, comme je vous dis les amis, c'est vraiment mon côté plus technique, etc., qui a pas été très satisfait. C'est vrai que sur le combat, c'était très engagé, ultra généreux de la part de Royval. Ça, il faut lui le créditer là-dessus. On a 2 combattants qui sont rentrés, qui se sont fait une vraie guerre pour les fans d'action là-dessus. Je peux comprendre clairement qu'on préfère ce combat-là à celui de Pantoja et oui, ça s'entend. Maintenant, moi, mon avis, c'est qu'un Pantoja, pour moi, ça a été beaucoup plus kiffant à regarder, mais c'est vraiment le côté plus technique. Mais on va justifier ça avec ce qu'avait dit John Danaher sur le Joe Rogan il y a 7-8 ans. On en avait parlé déjà dans ce podcast et on en avait parlé au moment de cet épisode du Joe Rogan. Il y a 3 types de fans. John Danaher, il dit il y a 3 types de fans. Il y a les fans de violence, il y a les fans d'histoire, et il y a les fans de stratégie et technique. Et moi, je préfère nuancer en disant que on a tous un pourcentage de ces 3 trucs. Tu vas être fan à 5% d'histoire, voilà, ça te parle pas trop, mais ouais, certaines histoires qui vont toujours te toucher un peu. Tu vas être fan à 60% de violence, et puis tu vas avoir le reste en fan de stratégie. Et pour ceux, comme toi et moi, on a un peu plus axé. Le plus gros pourcentage, c'est sur la stratégie et la technique, puis c'est probablement le côté plus engagé, guerre, et puis vient l'histoire après. Mais forcément, notre côté stratégique et technique n'a pas été ultra satisfait ici. Par conséquent, voilà, pour moi, c'est pas mon fight of the year. Même si je suis biaisé et que je kiffe Royval, ça dépasse pas Mota contre Sadikov de la semaine passée, par exemple, dans la liste. Ça mérite d'être cité dans les candidats,
mais ce sera pas mon fight of the year à la fin d'année. Je peux déjà le dire maintenant, alors qu'on est à la moitié, clairement, parce que c'est pas le numéro 1 maintenant. Mm. Donc voilà, c'est une parenthèse qui me semblait importante à faire. Maintenant, la question que tout le monde se pose, qu'on m'a déjà beaucoup posé aussi sur Twitter, c'est Van contre Pantoja, est-ce trop tôt? Ah bah oui, c'est trop tôt, c'est clair. Maintenant, voilà, je pense que on va dire que là sur la dynamique, c'est à faire maintenant par contre. Je vois pas. On va dire que là, il y a la hype que Joshua Van, il y a il y a la confiance qu'il a, son run et tout. Je pense que c'est un combat à faire maintenant. Ouais. Maintenant, soyez pas choqués des cotes. Et oui, il y a toujours possibilité d'un gros upset. Il y a toujours possibilité d'un gros upset. Voilà. Vous savez un petit peu pour qui. Mais il y a qui d'autre sinon pour Pantoja? En fait, c'est ça la vraie question. Pour Pantoja, de 1, il n'y a rien d'autre. Si ce n'est, Voilà. comme on l'a déjà dit, c'est le moment de faire champ contre champ. Si on doit bien faire Merab contre Pantoja, c'est maintenant. Preuve numéro 92. Par contre, ouais, c'est le combat à faire dans la division. Moi, il y a deux trucs. Je viens de me rendre compte que pour affronter Pantoja dans cette division, Pantoja, c'est un peu le profil différent du reste du top. T'as pas un autre lutteur grappleur dans cette division. En fait, tu montes les échelons chez les flyweights, c'est quasi que des prédominances striking. Et bon, t'as des strikers avec une solide lutte et un solide grappling, mais c'est pas leur casquette, enfin, tu vois, c'est pas leur style prédominant. Donc, le meilleur profil qui pourrait te préparer dans ton ascension contre Pantoja, c'est Terra. Ah oui, je t'ai vu en parler sur. Ouais. Et là, je vais juste remettre ça sur la table. Je trouve ça dommage. Bon, après, encore une fois, les raisons backstage et tout, on n'a pas trop de lumière là-dessus. Mais juste d'un point de vue fan et d'un point de vue pour la division, ça aurait été sympa que Mokaev soit encore dans le tas, tu vois, parce que ça aurait fait un deuxième profil lutteur-grappleur. Et d'ailleurs, ça aurait été une très bonne option pour Pantoja. Donc c'est vraiment dommage qu'il y ait eu cette séparation entre l'UFC et Mokaev, parce que, encore une fois, cette division flyweight, elle est exceptionnelle. Et en plus de ça, il y a certains éléments que l'UFC a perdu parce qu'ils ne ils mettent pas cette division en avant. Tu vois, Devaison Figueiredo qui est monté, je trouve ça aussi dommage pour Pantoja, parce que c'est une des défaites de Pantoja, ça aurait été sympa de le voir pouvoir prendre cette revanche. Bref. Après, c'est pas dit que ça se fasse pas à nouveau, hein. À un moment donné. Quoi ça? Mokaev qui re-signe à l'UFC. Ah oui. Ouais, on ne peut que l'espérer. Franchement, moi ça me dirait bien ce combat-là. Hein. Bien sûr. Franchement, ouais. Royval, il avait dit qu'il avait peut-être un œil sur montée de division de poids. Donc si c'est le cas, moi j'aimerais bien Rob Font pour l'accueillir. Volume contre volume. Ce sera un combat assez fun pour les fans. Et si on vise plus haut en se disant, Royval était quand même numéro 1 contender là. Ouais, Marlon Vera peut-être pour volume contre intensité de frappe. Pardon. Ouais, à voir. Moi je serais lui, je resterais quand même en 57. Je trouve qu'il a quelque chose à proposer encore. S'il monte, je pense qu'il faut pas qu'il combatte dans les 3 mois, tu vois. Je pense qu'il fasse il doit préparer une montée et ça demande un bon 6-8 mois de prépa, quoi. De fait, 100% d'accord avec toi. On en arrive à Benil Dariush contre Renato Moicano. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce combat. Benil Dariush a commencé en maîtrise, avec une bonne gestion de la garde ouverte, avec les méthodes classiques, la jambe arrière sur les 3 niveaux. J'ai beaucoup aimé sa feinte du bras arrière pour le low kick. C'est quelque chose qu'on voit que chez Jiri Prochaska. Et puis finalement, il y a tout qui change dans le premier round avec le knockdown de Moicano. Je trouvais que Dariush était vraiment bien embarqué. Et puis Moicano nous surprend tous avec ce knockdown. Deuxième round, on voit un Dariush qui voit un chemin vers la victoire en contrant l'amener au sol de Moicano. Et au troisième round, il part pour continuer son travail dans ce chemin. Donc j'ai trouvé ça intéressant d'un point de vue stratégique. Ça nous amène à des scrambles qui étaient vraiment appréciables. J'ai bien kiffé les scrambles du début du troisième round. Impossible pour Dariush de prendre position, donc ça revient debout et dans la fatigue. Il impose à nouveau son jeu en garde ouverte. Puis il y a une autre séquence de nouveau en lutte et grappling où il cherche le dos. Je trouvais ça sympa de nouveau. Donc de manière générale, c'est un combat que j'avais dit avant l'événement que c'était pas le combat qui m'intéressait le plus parce que je vois pas le vainqueur faire un run vers le titre. Mais le combat en lui-même, franchement, bien aimé. Ouais, moi un peu moins, mais ouais. Bah, pour être honnête avec vous, j'ai regardé les 3 combats, le Coco, le Co-Main et le Main Event, et puis je me suis fait Talbot, etc. Je crois que j'ai regardé en dernier, donc je t'avoue que ça n'a pas été voilà.
C'est le truc de C'est comparaison, quoi. voilà, en termes de comparaison, bon, moi, ça a été un peu difficile, tu vois, de Ouais, regarder. je comprends. Ouais, si t'as regardé dans cet ordre-là, je Surtout, comprends. comme tu l'as dit, je vois aucun monté réellement, ni quoi que ce soit. Ça m'intéressait de voir, et la seule chose peut-être sur ce combat qui m'intéressait, c'était le vainqueur, Penel Dariush qui gagne. J'espérais le voir gagner pour un potentiel futur Dariush Benoît Saint-Denis, tu vois. Ouais. Et donc là, Ce serait un oui. gros test pour Benoît Saint-Denis. Non, On l'avait déjà dit avant, et là, après cette performance, tu dis écoute, ouais. pour moi, c'est pas le plus gros test du top 10 quand même, tu vois. Non, non, mais voilà, par rapport au blueprint, Ah tu oui, sens quand même ah bah que clairement, Darius pourrait réappliquer ce blueprint, et ah bah donc c'est clairement. clairement le test ultime pour montrer que tu as travaillé Mm, mm, sur tes défauts. Par contre, tant qu'on parle de la suite, mm. moi, si je suis Mateusz Gamrot, honnêtement, je me dis, sa mère BSD, je call out ma revanche contre Darius, là. Hein. Ah bah bien sûr, bien sûr. Ah ouais, sûr et certain. Mm, Moi, à la mm. place de Gamrot, c'est mon... Voilà, je tweet maintenant en faisant un call out, je veux prendre ma revanche Ouais. contre Darius, et tant pis pour mon opportunité contre BSD. En plus, il regarderait. Ça dépend des modifications dans le Un peu classement, quoi. moins. Mais soit il va regarder juste derrière lui, Ouais. soit il va regarder juste devant lui. Ouais, c'est Voilà. vrai. Darius va peut-être redépasser Gamrot après cette victoire. Mm, mm. Ouais, c'est vrai, ça serait un bon combat, ouais. Ouais. Si ça se fait pas, moi je mettrais Darius contre Fiziev et Moïcano contre chez Hooper s'il passe Hernandez. Voilà, Oh, ouais, Moïcano chez Zooper, j'aime bien, ouais. ouais, hein. Ouais, C'est pour ça que j'ai c'est cité. ancienne génération, nouvelle génération. Ouais. J'aurais du mal à l'évaluer à l'avance, tu vois. Je pourrais voir Ouais. vraiment un Moïcano qui dit, attends, mon petit père, t'as encore quelques années Ouais, avant d'avoir exact. mon niveau. Et puis de l'autre côté, avoir un Chase Hooper, vu les progressions qu'il a eu ces derniers temps, nous régaler. Ah ouais, ça m'intéresse bien, tiens. Ouais. Ouais, hein. Et Mm, mm. bon, et on a Chase Hooper contre Anthony Hernandez là prochainement, donc Oh là là, ouais, ouais, s'il le passe, c'est ça va vraiment être un combat qui compliqué, ouais. m'intéresse même énormément. Mm, mm. Nous, on va passer du coup. T'avais quelque chose d'autre à dire sur ce combat Non. ou pas parce que ouais. Ok, passons alors à Felipe Lima contre Peyton Talbot. Là aussi, moi personnellement, j'ai bien aimé. On a senti un Felipe Lima qui était assez bien préparé, un peu trop limité pour passer le test qui est Talbot. Il lui a manqué un peu de compétences en lutte en chaîne pour vraiment imposer sa lutte et peut-être un peu de compétences sur sa capacité à garder les positions au sol. J'ai bien aimé le travail de Talbot sur certains contres en lutte pour récupérer une position dominante Mm. quand Felipe Lima initiait, ou bien simplement pour sortir. Tu vois, à ce niveau-là, il faisait les bons choix entre défendre ou contrer. Mais voilà, on va d'abord détailler peut-être ça, l'aspect lutte de ce combat. Qu'est-ce que tu as pensé des échanges en lutte et en grappling entre Lima et Talbot? Bah écoute, déjà pour recontextualiser, hein, Peyton Talbot était bien Underdog. underdog sur ce combat. On voyait tous Felipe Lima l'emporter, un peu plus complet. Euh, on trouvait que c'était un peu un bourbier pour Peyton Talbot. Je pense que l'UFC, je pense que Peyton et son équipe ont vu vraiment un moyen de gagner ce combat. Et c'est ce qu'ils ont fait. Franchement, j'ai trouvé ça bien. Felipe Lima, bah je pense que le blueprint qu'avait dessiné Raoni Barcelos l'a un peu trop influencé. Et je crois sincèrement, quand tu vois le combat, je pense que ça montre à quel point Barcelos est vraiment, vraiment fort en lutte. Enfin, on le sait, hein. On le sait, Ouais. mais Peyton Talbot, en fait, je pense que ça a beaucoup, beaucoup joué sur l'idée qu'on a eue de Peyton Talbot après ce combat-là, après cette défaite contre Raoni Barcelos. Il Je s'est suis fait. d'accord. Il y a un analyste international qui a dit ça aussi, qui a dit apparemment les commentateurs américains disaient ouais Talbot c'est un nouveau Talbot, il a trop travaillé sur Non, ses c'est, défauts, j'ai lu etc. ça. Et l'analyste international disait non non les commentateurs ont tort. Ouais. Tu peux pas comparer le jeu de Raoni Barcelos à celui de Felipe Lima. Ah C'est pas non, du tout la même chose. C'est même pas le même niveau. ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est peut-être une question à se poser. C'est à quel point Talbot a-t-il réellement progressé? Clairement un peu, mais de là à être un nouveau visage par rapport à sa dernière sortie, j'en suis pas certain. Non, clairement pas. Je pense qu'il faut, surtout sur ce combat-là, ça montre à quel point Raoni Barcelos était excellent en Ouais. lutte. On l'a vu notamment, bah, par exemple, à un moment, Felipe Lima prend sur une single leg et il monte et il se retrouve avec juste le pied, tu Ouais. vois. Donc, une vraiment high single leg et il la complète pas. Mais parce que il a pas le niveau d'un lutteur du Mhm. calibre de Raoni Barcelos. Barcelos, c'était un champion national hein, de lutte. Il fait ça depuis qu'il est gamin. Et je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, je pense que le principal souci de Felipe Lima, comme tu l'as dit, c'est sa difficulté à garder ses positions. Parce qu'il faut quand Mhm. même rappeler qu'il a pris 2 fois le dos, une fois ou deux. Ouais, Ouais.
2 fois, il se dirait, ouais, 2 fois le devant. Enfin, il y a quand même eu beaucoup de pertes de position, tu vois. Ouais. Et ça, à ce niveau-là, ouais, ça pique, quoi. Tu peux pas te permettre ça, quand même. Ouais, c'est clair. Donc, le chemin de victoire que moi je voyais pour Felipe Lima, c'était à peu près ce qui s'est passé, mais avec un meilleur contrôle de dos. Donc Ouais. oui, Peyton Talbot montre qu'il a clairement sa place, que c'est un nom sur lequel compter, qu'il a pris un step un petit peu trop élevé en Raoni Barcelos, notamment sur la question de la lutte, qu'il faut pas remettre, voilà, en question son niveau de défense de lutte ou de grappling. C'est juste que bah, le gars en face qu'il a affronté est monstrueux, quoi. Voilà. Ouais, après, je pense que d'office, il a travaillé dessus. Oui, Mais voilà, il faut mais pas. il a pas fait une progression de dingue, quoi. Ouais. Ou alors, demain, il reprend Ronnie Barcelos, mais vous inquiétez pas, il va se refaire mettre au sol, hein. Il y aura pas de débat. Voilà, je Lima pense que l'a le mis au gap n'a sol pas encore plusieurs été fois. comblé. C'est ça, le gap n'a pas encore été comblé. Ah non, du tout. Il a dû y travailler. Et je pense que ça s'est quand même un peu ressenti parce qu'il s'est rendu difficile à amener au sol, mais Felipe Lima a quand même obtenu Ouais. ses. Après, encore une fois, Felipe Lima, sur la première amenée au sol, il y a un scramble qui se crée. Et ben, c'était du bon Mm. travail. Ah Franchement, ouais. c'était du bon travail et c'était un combat assez appréciable. Et même debout, hein, Felipe Lima a trouvé quelques petites ouvertures debout auxquelles je m'attendais pas spécialement. Mais Talbot est un bon striker. Très bon striker, très complet, j'ai trouvé bien concentré, c'est-à-dire quand il a eu ses positions lui au sol, il les a conservées, il a mis du ground and pound, il a défendu, il était là pour prendre ses rounds. J'ai trouvé beaucoup moins à chercher à mettre KO, tu vois, à chercher à faire mal, comme il a voulu le faire avec Raoni Barcelos. Il était Mhm. là pour la victoire, ça aussi c'était plaisant. Alors peut-être pas pour certains, mais en tout cas quand tu regardes vraiment l'aspect sportif, c'était plaisant de voir un combattant sur qui il y a de l'attente, d'être aussi là pour gagner son combat. Voilà. 100%. Pour la suite, pour Talbot, si on veut continuer à croiser les prospects dans cette division, Raúl Rosas Jr. contre Peyton Talbot peut être une option. Ah oui, 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 oui. Honnêtement, ouais. Ou bien si tu veux faire une name value qui est un peu en déclin pour reprendre un peu la hype train de Mhm. Peyton Talbot et commencer de nouveau à le mettre voilà, dans les conversations et tout, Pedro Munoz pourrait être un bon nom. Il est sur 3 défaites consécutives. Les 3 défaites sont contre des bons noms. Il est là depuis longtemps. Toi, C'est un palier, tu vois, c'est un petit palier. Ouais. Ouais, ouais. Bah, moi, je vous avoue que j'aime bien les prospects qui s'affrontent en début de carrière. Je Euh, préfère aussi Raúl Rosas. Ouais. UFC Noche, voilà, ça, comme main ça se event. reconstruit derrière, ça peut se réaffronter quand les deux sont au top. On l'a eu plein de fois. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Voilà, on a des gars au bout de 5 ans, ils s'affrontent, ils sont dans le top 5 et tu dis, tu te rappelles, il y a 5 ans, ils se sont affrontés quand ils venaient d'arriver et tu revois le combat, c'était des genoux, j'aime bien. Donc pourquoi pas. Ouais. Ouais, tu peux le faire parce que là, voilà, comme on avait dit déjà avant le combat, Felipe Lima, certes, il a une défaite. C'était un nom qu'on voulait suivre et qu'on pensait Mhm, qu'il allait faire une ascension assez rapide vers le titre si c'était construit. Là, il fait face à un mur première défaite depuis sa série de 14 victoires. Il est à 14-2 maintenant, mais il a mhm. vraiment fait un combat perdu et puis 4 ans après, il fait sa série de 14 victoires. Donc c'est quasi une première défaite en fait. Hein. Donc voilà, il va pouvoir se reconstruire et effectivement, peut-être que dans quelques années, ils vont se recroiser quand Ouais, ils seront dans le top 10 et on dira, ben, c'est une revanche d'il y a 6 ans. Et ce sera exactement. intéressant de pouvoir se le dire. On passe à Grégory Rodriguez. Ouais, 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 bah Ouais. écoute, Ouais, bonne pression, bon necessary, cadrage. not Quoi ça? necessary. Tu parles de sa dernière frappe là. Oh là là. Oh. Parce que ouais, ça c'est le finish est sublime, mais j'aurais préféré que les ralentis mettent juste le crochet, tu vois, et coupe avant le petit hammer fist not necessary, tu vois. Écoute, un combat, ouais, bah un finish assez impressionnant. Début du combat, voilà, un Rodriguez qui met bien la pression. Euh, Ouais. Franchement, c'était, je vais pas dire prévisible, tu vois, mais oh, oh là là. Ouais, moi j'ai trouvé qu'il y avait enfin tu vois, il y avait ce temps entre deux, tu vois, c'est une bonne pression avec un bon cadrage, mais c'était juste un peu côté guerre quand même, tu vois, on était sur la fine ligne entre guerre et je mets une pression mesurée. On était quand même un peu du côté Mais guerre, il y en a un on qui part avait, en qui avait une agression. batte de baseball, qui avait deux battes de baseball, et l'autre qui avait des bâtons en mousse, tu vois. Franchement. Ouais, C'est personnellement, vrai. Ouais. franchement, Jack Hermanson, j'ai pas compris. Tu plonges, tu vas prendre son dos, tu fais quelque chose là.
Mais il y a un moment, Mais il je pense frappe. qu'il a peut-être eu les démons de son combat contre Jared Cannonier, tu vois. C'était un peu la même chose. Jared Cannonier, il le mettait sous pression, le frappait dur, lui, il frappait pas dur. Et puis, il a voulu mettre au sol, voulu mettre au sol, voulu mettre au C'est sol. Et puis, il a épuisé. pris la même que Blades contre Lewis, tu vois. Et peut-être qu'il y a eu un peu tu vois, tu parlais de flashback entre Van Ouais, bon, ouais. et Royval, tu vois. Tu dois Ouais, montrer c'était les pire. techniques qui ont mis KO derrière. Mais peut-être qu'il s'est retrouvé dans cette situation où son expérience a fait, ben non, ne shoot pas dans ce genre de situation, parce que sinon, tu vas prendre ton KO. Mais maintenant, il a une deuxième expérience dans ce genre de situation, c'est ne reste pas là non plus, parce que sinon Ah, tu vas putain. prendre ton KO, quoi. Donc, un petit peu étonné, je t'avoue. Bah, je comprends, oui, avec ce que tu dis, oui, le fait qu'il ose peut-être pas rentrer, mais alors, wow, ce KO était d'une violence, c'était solide. Et puis, alors, le Hammer Fist en dernier, je sais pas où était Herb Dean là-bas, mais il était un peu loin, quoi. Ouais, Il ouais. était un peu loin, et puis, Parce bah, c'est pas qu'il a sauté, tu vois, il a vraiment ouais, fait il le a fait le tour, il tour, s'est comme mis à ça, il a côté, regardé bien. ça vient de super haut, il a le temps de squatter pour venir l'envoyer, donc ouais, ouais. Alors, Peut-être, c'est ouais. toujours questionnant, hein. Quand tu vois un mec comme ça, le gars est KO, tu sais qu'il bouge plus, tu vois, et que tu viens de mettre un coup, soit le gars, bah, il est méchant, voilà, Ouais, et soit il est stressé. Ça aussi, ça peut arriver. T'es ouais. stressé et tu veux être sûr que le gars se relève pas. C'est quand tu as une grosse araignée, tu l'écrases une fois, tu sais que c'est fait, et puis tu Ouais, réécrases derrière, ouais, 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 ouais. exactement, tu vois. Donc bon, on peut pas, voilà, on va garder le bon soupçon sur ça, mais franchement, je pense qu'il voulait, c'était violent, c'était violent. Ouais, je me suis vraiment posé la même question, parce que tu vois, tu peux aussi dire c'est dans le feu de l'action, mais là, c'est pas le feu de l'action. Tu vois, de temps en temps, t'as vraiment un gars qui est out et puis t'as encore deux frappes qui Ouais, viennent derrière, mais c'était peut-être le feu de l'action. Enfin, tu fais pas attention à ça. Là, tu mets un KO debout, tu contournes ok. le gars, tu vois que le gars il est stiff, pas possible. Enfin, ses yeux, ils regardent n'importe Euh, où. Donc, l'excuse du feu de l'action, je l'ai pas spécialement ici. non, Donc, du c'est comme stress toi. Tu vois, peut-être. c'est voilà, le stress pourrait être une raison. Ouais. Pour la suite, moi, je pense que Vettori contre Ouh. Grégory Rodriguez, c'est un peu un combat qui a du sens, quoi. Ouais, ça pourrait être bien, ça pourrait être très très bien. Eh ben, il nous reste Ouais. pas grand-chose. José Delgado, ça a été peut-être un peu trop expéditif pour en tirer quelque chose, mais 2 victoires sur un coup de genou sur ses 3 dernières sorties. Je peux le laisser dans mon fichier Excel comme révélation de l'année. En tout cas, Oh ça là c'est sûr. là, Il fait clairement, partie des clairement. sélections. Ouais, c'est expéditif, mais waouh. Que veux-tu, il y a l'opportunité, une seule opportunité, tu la prends, hein. Ouais, ouais. Franchement, Et là, c'est... il se l'est créé l'opportunité. Ah C'est pas là là. qu'elle est venue à lui, quoi. C'est Ah vraiment. ouais. Impressionnant, impressionnant. Haider Hamil, on a déjà parlé, très très sérieux, vraiment très fort. Moi, je vous avoue que, ouais, Delgado, quand tu le vois, tu te dis, bon, c'est un gars, un random, tu vois, un gars normal, quoi. Ouais. Putain, il te met de ces... Oh là là, impressionnant, impressionnant. Et C'est un truc de malade, ouais vraiment. Et tu vois, je le disais avant le combat, tu vois, il a encore ce côté un peu vert, un peu doit prendre son expérience. Et là, ça s'est ressenti aussi. Tu vois, il va dans un combat engagé, il y a des petites erreurs sur son amené au sol qui ne lui permet pas de réussir. Mais ce côté aussi un peu folie, j'ai créé le chaos, ça lui crée son ouverture pour ce genou et il a le nez pour le placer. ah C'était ouais, impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. On doit parler de ça aussi. Hein. Il a call out Gomis. Je trouve ça un peu bizarre, tu vois. Tu viens de battre le gars qui a battu Gomis. Alors je sais qu'il y a une astérisque à je côté, pense c'est que une c'est split parce qu'il décision sait et qui est tout. le vrai vainqueur de ce combat-là, c'est pour ça. Ouais, mais ça me semble. Enfin, voilà, par rapport à la situation, tu vois, et au palmarès et tout ce qui Ouais. s'ensuit, j'aurais préféré qu'il ait un autre nom à sortir que William Gomis. Je t'avoue que j'étais assez étonné Ouais, et j'étais étonné aussi en plus. qu'il fasse ce call-out, hein, pas du tout, enfin rien à voir avec William, hein, mais assez étonné qu'il mette pas un nom plus haut dans le classement. Ouais, je sais pas trop pourquoi. Ouais, en plus, c'est un gars qui sort d'une défaite, tu vois. Normalement, quand tu es sur une victoire, tu préfères faire un call-out d'un gars sur une victoire. Bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il veut combattre à l'UFC Noche. Moi, je dis oui, hein, après une victoire expéditive comme ça, pas de problème à ce que tu Hmm, combattes 2 mois et demi plus tard. Euh, Il y en a un qui est actif cette année, que j'aime beaucoup, j'en ai déjà beaucoup parlé, ouais, c'est Melquizael Costa. ouais, bah Et écoute, tu mets un petit Melquizael Costa contre un José Delgado, moi, honnêtement, je suis aux anges, hein. Je kiffe. ouais, bah écoute, de toute façon, dans la KT, il y a du monde, tu vois. Ouais, Franchement, ouais, il ouais. peut. Melchizael, ça peut être très très chouette. Chez Mariscal, J'allais le dire, ouais, c'est le deuxième nom que j'allais sortir. Ouais. franchement, là, ça va être bien testé. On va avoir une belle guerre. Euh,
Ouais, chez PM Mariscal, moi j'aimerais bien aussi, tu vois. Et je Ouais. pourrais même le voir monter, j'allais dire Qatar, mais il est booké, tu vois. Bah, ouais. Après, Qatar, s'il perd contre Steve Garcia, il doit penser à la retraite. Non, bah non, non. Ah oui, 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 je suis d'accord. Ouais. Il serait sur combien de défaites d'affilée, là? 4, 3. Surtout que Steve Garcia, il est sur 5 ou 6 KO consécutifs. Donc, a Calvin, il priori, si a Qatar ouais, le perd, c'est. 4 défaites d'affilée. Il a 4-1 Ouais, donc sur ça ses ferait derniers. 5. 1-4, ouais. Et puis Nathaniel Wood aussi, ça pourrait être chouette, hein. Ah, ouais. Franchement, Nathaniel Wood, Ah ouais, ce serait un bon mm, test, ça. J'aime bien l'idée. J'aime ouais, bien l'idée ouais, pour tester un peu le côté très technique et stratège de Wood, assez complet en plus, mm, avec ce brin de folie de José Delgado, mais un brin de folie de qualité. Ouais, j'aime bien l'idée. mm, mm, Donc beaucoup d'options pour lui. En tout cas, l'UFC devrait le mettre sur l'UFC Noche. Je trouve que ça serait très logique et j'espère que ce sera le cas parce que C'est quand voilà, t'as des l'UFC combattants comme Noche? ça, il faut. C'est en septembre. Ok, Donc, je pense que c'est un bon timing, quoi. Il a ouais. l'été pour se préparer à un Ah nouveau bah combat. voilà. C'est pour ça qu'il a fait le call-out de William, parce qu'il sait que William Gomis va être à Paris, tu vois. Donc il dit, je call-out un gars que personne veut prendre, j'aurai pas mon combat, et je vais voir quelqu'un d'autre. Non, c'est une C'est blague. peut-être pour ça. Ou alors ils vont le mettre à l'UFC Paris, quoi. Mais non, je pense que voilà, Gomis, enfin, ce serait bête de mettre un latino à Paris alors que tu as Oui, l'UFC bien Noche sûr. juste derrière, et vice versa, ce serait Ouais, bête de mettre un français ouais. à la Noche alors que t'as Paris juste à côté, quoi. Enfin, Mhm. juste à côté en termes de date. Jacob Smith, j'ai un sentiment partagé là. Ouais. Il est très compétent. Pour un lutteur, il a un très solide striking. Sa lutte est effectivement, évidemment excellente. Son grand endpoint est vicieux. En plus de ça, il a des soumissions intéressantes. Donc, c'est un lutteur qui a commencé à travailler sur son jeu offensif avec les soumissions. Il faut retenir son nom parce qu'il semble avoir tout pour briller. Mais il fatigue très vite, très fort. Après, comme beaucoup d'athlètes avec un très gros background en lutte, ça bosse bien dans la fatigue. Ça reste une petite alerte quand même. Écoute, j'ai pas encore regardé. Ah, pardon. Non, non, mais écoute, t'inquiète pas, j'avais vu les résultats. J'avais Ok, vu les ok. résultats. Il y a beaucoup de combats, hein, quand même, hein. Pardon? Il y a eu beaucoup de combats. Ouais, ouais, il y avait beaucoup de combats Mais je vais à regarder, je vais regarder. regarder. Donc petite alerte pour toi. Après, voilà, Bah ouais, Nico franchement, Price, très, 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 c'est- très bon. ouais. Mais c'est même rien à voir avec Nico Price pour moi. Enfin, c'est Jacob Smith qui se fatigue. Tu iras voir, mais voilà, il y a une petite. Niveau compétences, rien à dire. Vraiment très impressionnant, très effrayant en termes de compétences et même d'athlétisme. Mais Et voilà, c'est le genre de. Tu l'aurais mis contre un Darren Elkins version sa division. C'est le ouais, genre de combat où Darren Elkins serait sorti revenu, ouais. vainqueur, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et juste une question, striking puis lutte puis striking à la chaîne ou la Euh, dynamique de combat, ça a été quoi? un peu de striking, ça vient très vite au sol. Puis par fatigue, ça revient pas mal debout. Et puis bah, à un moment, il retrouve son ouverture vers le sol et là, c'est le début de la fin. Ouais. Bah écoute, je crois que j'entendais ça que Topuria faisait un peu plus de striking, parce qu'il trouvait ça moins énergivore, tu vois. Ça a été aussi le Ouais. discours de Justin Gaethje, de dire que bah maintenant, même si je suis lutteur, je fais beaucoup plus de striking, c'est moins énergivore. Et c'est une Ouais. réalité enfin voilà, on a un excellent lutteur NCAA qui montre quand même un excellent striking aussi, qui est vraiment de plus en plus fort, je trouve, et bah, qui passe de l'un à l'autre, et enfin voilà, on peut se rappeler de Zabit, Magomed Sharipov, qui fatiguait très fort, qui a refusé des 5 rounds parce que bah, 3 rounds pour lui c'était compliqué, mais qui était tellement généreux, tellement bon dans les deux domaines, bah, Ah. qui s'épuisait, tu vois. J'aime bien la comparaison. Donc, J'aime bien. euh, donc voilà, donc peut-être que c'est une petite alerte qui va devoir à un moment le pousser à décider un peu à l'avance dans quelle direction le combat doit aller, tu vois. Est-ce qu'il le garde Ouais. debout? Est-ce qu'il le garde en lutte? Comme l'a fait Magomed, hein, Sharipov, à partir des fois, quand ça repartait en lutte, eh bien, il restait en lutte jusqu'à la fin, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et ben, c'est un peu ce qui s'est passé ici. Tu iras voir et on Ouais, je en vais parlera regarder. En tout en cas, off. Ouais. on verra un petit peu s'il y a des adaptations sur son style, notamment bah, via cette alerte de cardio. Parce Ouais. que clairement, c'est pas en faisant de la course à pied ou du tapis ou des exercices de CrossFit qui va augmenter son cardio. Là, on est
purement dans la gestion d'énergie. Hein. Ouais, bon, il y a peut-être un peu des deux, mais comme tu dis, voilà, c'est un athlète de tellement haut niveau depuis si longtemps que c'est plus adapter ton énergie au MMA, ça c'est une chose. Et puis la deuxième chose qui est principale, c'est gérer ton énergie dans un combat de MMA. Et je pense que ça c'est le gros point, quoi. Adapter je pense que physiologiquement, il a un cardio qui est largement supérieur à la moyenne. Le mec qui fait de la lutte depuis qu'il est gosse, Ouais. j'ai aucun doute là-dessus que. Par contre, pour moi, c'est de la gestion d'énergie, et notamment en MMA, d'être capable de savoir quand pousser le cardio, quand ralentir, quel choix faire et tout, tu vois. Donc on aura peut-être cet aspect-là à regarder sur ses prochains combats. Bah, mais c'est pour ça que je suis, voilà, j'ai sentiment partagé. Je pense qu'il a beaucoup de chances de percer. Il y a quand même une petite alerte parce que quand tu montes, tu vas avoir des gars qui seront capables de voir ça, gérer le début du combat pour attendre qu'il y ait un déficit d'énergie suffisant pour commencer à s'imposer. Donc là, ça passe contre un Nico Price. Je pense que son prochain combat, il faut, voilà, l'UFC peut penser à continuer à le construire sur des noms un peu vétérans. Tu vois, Nico Price, ça reste il a jamais vraiment percé dans sa carrière, mais c'est un vétéran, c'est un nom qu'on connaît. Donc tu pourrais aller voir un Michael Chiesa pour son prochain, ou alors le vainqueur entre Neil Magny et Gunnar Nelson, ou alors tu fais juste la marche suivante dans la carrière, tu vois, Nicolas Dalby ou Randy Brown, ce genre de combattant. Ouais. On va finir sur un truc, peut-être si t'as pas vu Jacob Smith, t'as peut-être pas vu ça, mais voilà, ça prend 50 secondes de le regarder. McKinney. Ah si, j'ai vu. Ah ben voilà. J'ai vu tout le reste de la carte, hein, sauf les deux premiers. J'ai vu Tracy Cortez aussi, j'ai vu Terence McKinney. Ok, bah voilà, Terence McKinney, 7 victoires dans sa carrière en moins d'une minute pour un lightweight. C'est chaud. 16 de ses 17 victoires en professionnel dans le premier round et gagné comme perdu en 24 combats. Il a jamais été à la décision et il a vu le troisième round qu'une seule fois. Cette stat, elle est c'est vraiment le genre de profil à l'UFC. Ça va pas spécialement percer, mais l'UFC va le garder très longtemps. Oui. Il va faire une très longue carrière à l'UFC. Ouais, c'était beau, hein, la transition de l'Anaconda vers la guillotine en monte. Ouais, franchement, c'est beau. Impressionnant. Un petit côté Chimaev là-dedans. C'était plaisant. Parce que son shoot était relativement loin, tu vois. Il met au sol, il enchaîne. Ouais. Mais moi, j'ai pas encore regardé Tracy Cortez. C'était quelque chose à souligner ou... Non, bah retour à victoire. Bon, rien de particulier, quoi. Okay. Un combat, voilà, mené sans trop de difficultés, avec de la lutte et tout, et non. Ok, bon, rien à souligner. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, de ce qui était le plus important sur cette soirée. En tout cas, ceux qu'on a envoyés là-bas, à mon avis, ils ont envoyé des WhatsApp, ils ont kiffé l'expérience, sans surprise. C'était une carte qui était très plaisante. On en a parlé avant d'enregistrer. La carte était incroyable sur papier, et en plus de ça, elle était au minimum à la hauteur de nos attentes, voire même plus. Ça faisait très longtemps. On avait dit un 316, c'était un très bel événement, mais là sur papier c'était un bel événement et en réalité c'était un très bel événement aussi, donc ça faisait longtemps et ça fait plaisir de vivre un week-end pareil grâce à l'UFC. Clairement, c'était vraiment très très bon combat. Je pense qu'on a fait le tour, donc attends, toi tu coachais 2 gars hier, tu nous as de nouveau fait un petit 2-0, tu veux donner un petit mot sur tes combattants? Ouais, bah écoute, hier j'avais et sur l'événement, ouais. Ouais, j'avais deux combattants, Ali et Adel, qui combattaient et qui faisaient leur 6e, tous les deux, hein, ils faisaient leur 6e combat en 13 mois. Donc ça a été très très actif pour cette première année pour mon club. On a fait en tout, l'équipe elle a fait 32 combats en tout. 32 combats. Combien gagné 26 je crois. Pas mal, hein. On a quasi à 80% de réussite, c'est bien. Et donc, 2 belles victoires, 2 très belles victoires. Ali qui affrontait vraiment un gars bien solide, qui avait comme consigne de rester debout, alors qu'il a plutôt un profil lutteur. Il l'a fait de manière vraiment efficace. Bon, on a toujours pas mal de... Non, j'étais vraiment très très satisfait de sa manière de gérer le combat. Et Adel qui faisait son dernier combat aussi de la saison, qui... met au sol un lutteur et puis trouve la solution en grand and pound au deuxième round. Donc en tant que coach, au-delà de la réussite, il y avait c'était une belle progression, j'étais content. C'était avec la manière en plus. Oui,
y a une probabilité qu'on retrouve des combattants pro dans ton équipe l'année prochaine? La saison prochaine? Non, 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 non. Pas encore? Je pense que là, on est arrivé vraiment dans une période où on a besoin de construire les combattants en tant Ouais. qu'amateur. Et voilà, on est plus du tout dans la même dynamique. Ouais, il y a Hmm. 6, 7 ans, oui, bien, je pense que j'aurais fait passer certains en pro. Mais là, c'est pas du tout la dynamique actuelle. Je pense qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le club est jeune, mais j'ai formé tout le monde un petit peu de A à Z, tu vois. Ouais. Donc j'ai des gars qui arrivent avec des palmarès très, très élevés, mais pas en comparaison au nombre d'années de pratique, très faible. Pas le niveau qui reflète et l'expérience Voilà. et le palmarès. Donc Ali, il est chez moi depuis, je sais même pas, ça fait 2 ans qu'il est chez moi, tu vois. Et il est déjà à 5-1, si je dis pas de bêtises. Donc sur ces 6 combats, donc bah 5-1, ça commence à faire pas mal. Mais quand t'as fait moins de 2 ans de MMA, Ouais. t'es obligé de te taper après contre des gars qui pratiquent depuis 2, 3 fois plus longtemps que toi, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, en amateur, c'est peut-être une discussion pour un podcast Ouais, plus tard, mais le passage en pro, tu dois croiser un peu ton expérience de combat et ton expérience point barre. Enfin, ça fait combien de temps que tu en fais et évidemment le niveau qui oui, reste. voilà, voilà. Ouais. Et puis bah, faut pas oublier qu'il y a aussi tous les. Il va falloir aussi décider un petit peu les styles de combattants, tu vois. J'ai des combattants, peut-être qu'à un moment donné, je vais me dire, allez, c'est parti, on va faire les IMAF, les championnats d'Europe, championnats du monde. Faut Mhm. savoir qu'aux IMAF, tu rencontres des gars qui sont ceinture noire de Jiu-Jitsu, ça fait 10 ans qu'ils pratiquent, quoi. Donc Ouais. t'envoies pas ton gars, ça fait 2 ans qu'il est chez toi. Enfin, faut Non, être c'est clair. réaliste un petit Ouais. peu, hein. Donc, ouais, les IMAF, c'est aussi une reconnaissance du niveau qui peut avoir beaucoup plus de valeur, je pense, aujourd'hui, que d'être dire, ouais, je suis combattant pro, quoi. Tu vois? Ouais. Combattant pro, bah, tu vas dans un pays qui est moins regardant que la France sur le niveau, tu peux avoir une carte pro, entre guillemets, tu vois? Mhm. Et, donc voilà, donc on va voir un petit peu. Et puis bah, j'ai un autre profil, je pense, qui passera plutôt pro à un moment donné. Mais je préfère encore attendre. Je veux vraiment qu'il y ait une dynamique. En tout cas, tu en as parlé il y a pas longtemps, je t'ai entendu en parler sur la gestion entre amateurs et pro. Tu as des combattants qui pourraient avoir des records pas terribles en amateur, genre autant de victoires que de défaites. Mais une fois passé pro, bah, ils cartonnent tout parce qu'ils ont un style beaucoup plus pro que amateur, tu vois. Ben, la dernière vidéo que j'ai Ah, lancée voilà, voilà. vendredi par rapport au potentiel changement Ah, de voilà. système de scoring et que effectivement ben, Ouais. amateur et pro le scoring n'est pas le même et si ces nouvelles règles passent il y aura un écart qui va encore plus se créer, Mm, ce qui mm. signifie que effectivement tu as des amateurs qui vont pas avoir le meilleur palmarès en amateur mais qui ont le style pour passer pro et qui vont très vite performer en professionnel. D'ailleurs ça se voit, là, j'ai encore commenté le PFL et puis quand je commente le Brave et ce genre de choses, je tombe sur des profils comme ça où tu dis, évidemment, tu vas pas voir leur combat en amateur pour te préparer, mais tu vois que le mec, il était à 4-5 en amateur, ses 2 derniers combats en amateur, c'est 2 défaites, et il est pro, il est à 4-0, tu vois. Et t'es là, et il y a pas eu 2 ans entre les deux, tu vois. Et t'es là, tu fais comment ça se fait? Et en fait, c'est ça, c'est juste que Mm. ses combats perdus en amateur, c'est beaucoup des décisions. Ouais. Ses combats gagnés en amateur, c'est beaucoup des KO. Et en fait, après, tu dis, bah, c'est juste qu'il avait un style qui était beaucoup plus adapté euh, à la Ouais. transition en professionnel. Exactement. Donc voilà. Donc ça va faire partie des choses. Je pense qu'on aura encore 1 ou 2 saisons avec pas mal de combats amateurs. Après, potentiellement, j'aurais peut-être, s'il y a un pro qui vient à la salle, qui s'inscrit, ça pourrait arriver. Forcément, ouais. Ça pourrait arriver, bien évidemment, tu vois. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me concentre vraiment sur faire progresser les gars, peu importe qu'ils soient loisirs, amateurs ou pro. L'objectif, c'est la progression x2, on va dire. Ah bah voilà, en parlant de ta casquette de coach, il nous reste quelques places pour notre séminaire la semaine prochaine. Donc les amis, séminaire la semaine prochaine, dimanche. On a un séminaire le matin, un séminaire l'après-midi. On peut suivre les deux et on ira manger ensemble entre les deux. Donc contactez-moi par mail sur chris@fight-minds.com si vous voulez plus de renseignements pour avoir un peu de pédagogie de Brian et de moi-même en parallèle. Brian, bon dimanche à toi, les amis. À très vite. Ciao, Ciao tout le ciao. monde!
Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire: rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.